Alors là, j'enregistre avant même d'avoir commencé à écrire la vidéo parce que je sais pas à quoi celle-ci va ressembler, je sais pas trop si elle va être longue ou pas, mais il y a un truc que je sais déjà, c'est qu'on va parler de sujets très sensibles dans cette vidéo. Voilà, les trigger warnings vont s'afficher à l'écran. Donc je vais essayer de garder un ton léger pour que ce soit accessible à tous, parce que je fais partie des gens qui pensent que c'est important de parler de ces sujets-là, même si c'est très sensible. Mais si jamais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à tanker, ce que je peux complètement comprendre, sentez-vous libre de quitter la vidéo. Vraiment, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de bif entre vous et moi, on est tranquille. Des groupes de K-pop qui utilisent une imagerie sexy, voire à la limite de l'érotisme pour servir leur concept, c'est quelque chose qui s'est déjà pas mal vu dans l'industrie, et quand on dit ça, on pense souvent aux femmes, mais c'est une pratique qui existe aussi évidemment chez les mecs. Souvent c'est très bien fait et ça donne naissance à des concepts excellents, que ce soit visuellement ou musicalement parlant. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la K-pop c'est la streetwear, donc forcément, il y a eu des dérives. Il y a pas mal de cas extrêmement connus, dont certains dont on parlera sur la chaîne un jour, mais aujourd'hui je voudrais revenir sur une affaire qui, j'ai l'impression, est complètement oublié des fans de K-pop aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je voudrais préciser que si cette affaire est un peu tombée dans l'oubli, c'est parce que c'est assez dur aujourd'hui de trouver des informations fiables et complètes à son propos. Que ce soit concernant l'agence du groupe dont on va parler ou le groupe en lui-même, il y a beaucoup de pièces manquantes. Une grosse partie des contenus liés à 4L a été supprimée ou rendue inaccessible, ce qui a rendu les recherches assez difficiles à faire. Ça veut dire qu'on va donc parler de Lost Media. Non, en vrai pas tant, mais j'ai dit le terme, je vais pouvoir le mettre dans les tags. Hop là, plus 10 000 vues. Non mais plus sérieusement, j'ai fait de mon mieux pour vérifier toutes mes sources et leur fiabilité, mais voilà, il est possible que cette vidéo ne donne pas toutes les informations concernant cette histoire, et si c'est le cas, j'en suis désolé d'avance. Voilà, je savais pas comment conclure l'intro, du coup, allez hop, générique, c'est parti là, let's go. 4L, c'est un groupe féminin de la troisième génération de K-pop, et bien que leur agence soit le mal incarné, leur nom ne signifie pas 4L écrit comme ça, c'est une abréviation pour 4 Ladies. Nom, soit dit en passant, extrêmement pertinent, puisqu'effectivement le groupe se compose de 4 femmes. Et en vrai, ça m'a toujours tabassé de rire les groupes qui ont un nom qui les décrit juste littéralement. Genre on dirait le Snap avec Walid qui dit c'est Walid. Mais c'est comme il y a un autre groupe aussi qui s'appelle Brown Eyed Girls, et c'est littéralement que des gadgets qui ont les yeux marrons. Genre vraiment, ça me fume ce genre de nom. Mais bon, bref. Pour en revenir à 4L, le groupe était produit et managé par Jade Content Media, une agence sur laquelle, comme j'ai dit en début de vidéo, il y a quasiment zéro information. Parce que vraiment, même en cherchant sur des sites coréens, j'ai même pas trouvé leur logo. J'ai juste trouvé la date de création de l'agence et le nom de son PDG. Et rien que pour avoir des infos aussi basiques, j'ai dû m'embourber dans le deep web de Naver sur des vieux forums coréens. Là, vraiment, il y avait une odeur, c'était terrible. Comme quoi, au final, je rigolais à moitié quand je disais qu'on allait parler de Lost Media, donc je vais vraiment le mettre dans les tags en fait. Du coup, Jade Content Media a été fondé le 29 avril 2014, soit très peu de temps avant le lancement de 4L. Je précise parce que vous verrez que ça a son importance dans l'histoire. Et à la tête de l'agence, on retrouvait un certain Hong Won-sik, sur lequel, encore une fois, il y a zéro information. Enfin, j'ai trouvé ce mec, sinon il porte le même nom, mais vraiment il a aucun rapport avec notre histoire, donc on va lui dire salam et passer à la suite. Tiens, d'ailleurs, l'agence a aussi complètement disparu juste après la séparation du groupe, et en vrai c'est pas plus mal, on a déjà notre lot d'agences diaboliques dans la K-pop. Oui, parce que je viens de le dire, du coup, spoiler, mais le groupe a bien disband aujourd'hui. En fait, c'est pas compliqué, elles ont débuté en août 2014 et elles ont silencieusement stoppé toute activité dès début 2015, après que Yesel après que Yesel ait quitté le groupe. Bon, déjà là, normalement, ça vous donne un indice sur comment les membres ont morflé pour cesser de performer aussi vite. Parce que généralement, un groupe qui dure si peu longtemps, soit c'est un groupe temporaire, soit il y a un truc qui pue la merde. Et dans notre cas, bah, ça pue la merde. Mais pourtant, si on analyse leur début d'un point de vue purement statistique, et c'est ce qu'on va faire, on pourrait se dire que ça partait super bien pour elles. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur M-Black, d'ailleurs allez la voir s'il vous plaît, le mec qui gratte en plein milieu de sa vidéo, 2014 c'était une année de gros singes pour la K-pop. Et quand je vous avais dit ça, je vous avais cité des comebacks et événements de groupes ou artistes déjà existants, parce qu'on parlait de M-Black, et que eux appartenaient à cette même catégorie de groupes ayant déjà débuté. Mais puisque là, on traite d'un groupe qui effectue ses débuts cette année-là, pour que la comparaison soit pertinente, je vais uniquement vous citer d'autres groupes ayant été révélés en 2014. Et donc parmi eux, on retrouve Akmu, les Goats, GOT7, Lovelyz, Mamamoo, Red Velvet ou encore Winner. En vrai, il y en a énormément d'autres, mais là je vous cite vraiment des noms qui sont parmi les plus gros de la troisième génération de K-pop. Et 4L a réussi à se démarquer en réalisant des stats plus que bonnes pour un début, surtout venant d'une agence qui est littéralement inconnue au bataillon. Et justement, si on prend ça en compte, vous trouvez pas ça un peu suspect comme scénario? Parce que si on reprend les choses dans l'ordre, une agence est créée par un raclo que personne connaît. En l'espace de 4 mois seulement, cette agence arrive à recruter des trainees, les former, en sélectionner 4 pour faire débuter un groupe, imaginer son concept, produire leur premier single, tourner un clip pour celui-ci, le monter, préparer la sortie. Enfin, c'est un travail colossal. Normalement, ça se fait sur minimum une année entière. Alors, je vulgarise un peu pour les besoins de la vidéo, mais globalement, c'est ça les étapes pour lancer un groupe de K-pop. Et 4 mois, normalement,
Ça suffit même pas à former des trainees. Parce que je rappelle qu'on est en 3e génération et qu'à cette époque, le talent est encore important pour faire partie d'un groupe. Voilà, c'est pas... je sais pas quel groupe d'aujourd'hui, là, le boomer. Hop, la petite bastos pour beaucoup de nouveaux groupes a été gratuite, celle-là. En vrai, c'est une vanne, hein, me cassez pas les couilles. Évidemment qu'il y a encore des groupes talentueux aujourd'hui. C'est juste une blague. Bref, comme pour les autres vidéos, on va progresser dans notre récit en se posant une question. Comment un groupe qui a l'air d'être formé à l'arrache peut connaître un tel succès dès ses débuts? Et je sais que dans les autres vidéos, le moment où je pose la problématique, c'est le moment où on entre dans la dark side de l'histoire et que ça part en couille. Mais en vrai, c'est pas obligé que ça finisse mal à chaque fois, hein. Enfin, peut-être que là, ça va mieux se passer. Ah merde. Non mais promis, dans la prochaine vidéo, je vous parle d'un truc positif, je m'y engage. Bon, normalement, je vous choque pas tant que ça, hein. Il y a eu les trigger warnings en début de vidéo, vous avez vu le titre et la miniature. Ce gourmand de Hong Won-sik a carrément sexualisé des femmes sous couvert de leur promettre une carrière pour faire marcher son affaire. Alors malheureusement, des groupes qui ont été sexualisés à leur insu dans la K-pop, il y en a beaucoup, particulièrement chez les femmes. Mais là, le truc, c'est que ça va un peu plus loin que ça quand même. Alors, c'est déjà très grave les autres cas, hein. Je suis pas en train de minimiser ou je sais pas quoi, mais c'est juste que là, il y a plus quoi. Alors, je vais vous poser une question qui est dure et je suis même pas sûr de la formuler au mieux. Mais lorsqu'il s'agit de contraindre des gens à utiliser leur corps d'une certaine manière et qu'en plus, il y a une relation de pouvoir entre l'homme et les femmes concernées, où est-ce que vous placez la limite entre la sexualisation et l'agression sexuelle? Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de 4L, ça va plus loin qu'une chorégraphie un peu tendancieuse ou des tenues révélatrices imposées aux membres. Pour les besoins du MV, enfin les besoins, entre gros guillemets, hein, pour les besoins de gros gooners de Hong Won-sik, certains membres du groupe ont été contraints de filmer des scènes qui sont censées évoquer un rapport sexuel entre deux femmes. Et là encore, je pose des guillemets parce que le mot évoquer est un putain d'euphémisme. Alors bon, je suis désolé, là on entre dans le dur, les filles engagées dans ces scènes-là ont été contraintes de se frotter l'une à l'autre, de se toucher, voire de se plotter carrément. Et si vous êtes normalement constitué, là j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est putain de super grave en fait. Alors évidemment, au moment où le clip sort, on n'en a aucune idée, mais on apprendra plus tard que aucune des membres n'était d'accord pour être impliquée dans ce genre de scène. Et je parle pas que de celles qui dépeignent le rapport entre les deux go. Même les tenues, la chorégraphie, la chanson en elle-même, il y a littéralement rien qui ne mettait pas les membres mal à l'aise. Sauf qu'on est en Corée du Sud, en 2014, et quand t'es une femme sous l'emprise d'un homme via un contrat qui détruit littéralement ta vie si t'y déroges, bah tu fermes ta gueule et tu t'exécutes. Je sais que je suis très dur dans mes mots et ça reflète évidemment pas ce que moi je pense, hein, mais j'essaie juste de vous faire percuter à quel point dans ces conditions-là, les membres de 4L étaient sans aucun pouvoir sur la situation et n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre aux envies de détraquer de celui qui tenait leur libre arbitre entre ses mains. Et au-delà de ce que j'ai dit là, il y a également d'autres problèmes liés à cette chanson. Bon déjà, j'ai pas franchement besoin de vous expliquer que celle-ci n'a pas la moindre ambition artistique, mais ça, à la limite, c'est le moins grave dans cette histoire. Lorsque le groupe a été annoncé, l'agence a menti sur l'âge des membres, les faisant passer pour plus jeunes qu'elles n'étaient réellement. Et évidemment, elles ont été forcées de jouer le jeu pendant que le groupe était actif. Je sais pas si vous captez à quel point c'est déshumanisant de dire à une femme qu'il faut qu'elle mente sur son âge parce que sinon personne va s'intéresser à elle. Enfin, je sais pas si déshumanisant c'est le bon mot, mais enfin c'est horrible quoi. Ensuite, ce qui est selon moi le deuxième plus gros problème après le traitement de 4L en lui-même, c'est que ce MV met en avant une sorte de fétichisme bizarre du lesbianisme. Alors, je fais partie de ceux qui sont vraiment contents que la commu LGBT soit mise en avant dans des œuvres, qu'elles soient musicales, cinématographiques, littéraires, j'en passe. Mais là, je pense que vous aurez deviné que les intentions de ce cher Won-sik n'étaient pas nobles du tout, hein. Là, le but, c'était clairement pas de revendiquer le fait que les LGBT, et là, en l'occurrence, les femmes lesbiennes, sont des gens normaux au même titre que nous autres hétéros. Là, on est clairement sur de la fantaisie malsaine d'hommes des cavernes, et il y a rien de progressiste ou de LGBT-friendly là-dedans. Et quand on remet tout ça dans le contexte, et je rappelle que celui-ci, c'est que les membres du groupe ont été forcés de faire tout ça, bah ça devient très très vite répugnant. Tout ça amènera Yeseul à quitter le groupe début 2015, moins d'1 an après la sortie de Move, et le groupe va silencieusement disband peu après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Inutile de vous dire que les membres ont été profondément dégoûtés de l'industrie et ont fait tout leur possible pour retourner à une vie normale après ça. Il y a juste Jaina et Jaeyoung qui ont quand même essayé de redébuter en duo, mais ça a pas marché et honnêtement c'est peut-être pas plus mal, parce qu'après ça elles se sont définitivement éloignées de la K-pop. L'agence a fort heureusement fermé dès la séparation du groupe, mais à ma connaissance, Hong Won-sik n'a jamais été traîné dans la boue comme il aurait dû l'être, que ce soit publiquement ou au niveau de la justice, alors que c'est lui le responsable de tout ça. Pour cette vidéo, j'ai essayé de recontacter les anciennes membres de 4L pour savoir un peu comment allait la vie après ça, et il y en a qu'une qui m'a répondu. Elle souhaite rester anonyme, elle veut pas que son nom soit à nouveau associé à la K-pop, et je respecte. Donc je vais pas vous partager notre conve, mais sachez juste qu'aujourd'hui le traumatisme est loin, mais toujours présent. C'est des choses qui s'oublient pas de toute façon.
C'était donc l'histoire de 4L, et bien que ce soit un cas particulièrement extrême, n'oublions surtout pas que l'industrie K-pop est encore très sujette à ce genre de problème. Les femmes y sont encore beaucoup trop utilisées pour leur corps ou leur apparence, et bien que certaines idoles aient eu le courage de parler et d'agir pour combattre ça, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est aussi à nous, les fans, de montrer qu'on cautionne plus ce genre de choses et de faire attention aux projets auxquels on donne de la force. Je sais pas trop comment conclure, j'avoue, c'était un sujet assez vénère, donc au pire, abonnez-vous le mec qui perd pas le nord, tu sais. Non mais plus sérieusement, je peux peut-être vous inviter à partager cette vidéo pour pas que l'histoire de 4L tombe dans l'oubli et pour que ça continue de servir de leçon et d'exemple. Parce que ne serait-ce que dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années, on a encore eu beaucoup trop d'exemples de managers ou de producteurs qui se croient tout permis avec les idoles féminines sous prétexte que celles-ci sont sous contrat avec eux. Il y a eu le cas avec Made In récemment, même si l'histoire est encore un peu floue. Et il y a encore quelques années, il y avait eu le cas avec le groupe là, le groupe des abeilles là, je sais pas si vous allez voir de qui je parle. Bref, tout ça pour dire que ça existe encore, c'est toujours aussi grave aujourd'hui, et s'il vous plaît, faites attention à ce que vous consommez dans la K-pop. Et promis, je le redis, la prochaine fois, je vous parle d'un sujet un peu plus joyeux, j'ai plusieurs idées, donc je sais pas encore précisément de quoi on va traiter, mais je vous jure, on va se mettre un truc un peu sympa dans la gueule là, parce que là on a enchaîné les sujets un peu bressons, ça y est, je commence à en avoir marre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, j'essaie de faire passer un message important avec celle-ci, même si c'est peut-être un peu maladroit, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.